Merci d'être avec nous jusqu'à 14 heures. Avec vous et avec nous, on va parler un petit peu de Jacques Bangou, l'écrivain qu'on découvre. Alors, j'ai l'impression, en lisant ce livre, que c'est à la fois la biographie de Jacques Bangou et de la ville de Pointe-à-Pitre. Non, il y a une courte biographie de Jacques Bangou. Il y a quand même beaucoup d'éléments sur son enfance dans les rues de Pointe-à-Pitre. C'est inévitable. C'est inévitable. J'ai bien été obligé en tant qu'auteur et on m'a fait comprendre que si je voulais légitimer quelqu'un qui ne connaît pas, et qui ouvre le livre, s'il veut, pour légitimer mon regard dans cette traversée de la ville, à laquelle j'invite le lecteur, il fallait que je parle un petit peu de moi, d'où je viens, où c'est que j'étais, où c'est que j'habitais, voilà. J'ai appris des choses. J'ai même appris que la racine Bangou se trouve au Cameroun. Au Cameroun, tout à fait. Et que les Camerounais qui s'appellent Bangou. Oui. Il y a des Camerounais qui s'appellent encore Bangou. Ah oui, il y a tout un pan du Cameroun. Il y a un village Bangou et ils sont par l'intermédiaire de Camerounais qui sont commerçants sur Pointe-à-Pitre et sur la Guadeloupe, ils ont pris contact, ils m'ont écrit. Finalement, il y en a du fait. Oui, non, c'est pour ça que je dis à un moment donné, moi j'ai la chance un peu de, par-delà, je veux dire, cette exportation des forces vives de l'Afrique vers les Amériques. Moi, j'ai la chance de pouvoir imaginer, il y a une part d'imagination, mais il y a une part de réel, imaginer d'où je viens, voilà, et quelles peuvent être mes racines, et avoir des fantasmes sur ce qu'on était avant, et donc j'en suis heureux, alors que ça n'a pas été possible pour chacun d'entre nous. Alors, j'ai vu aussi que ce livre, c'est un mode d'emploi de Pointe-à-Pitre, quelque part. Pardon ? C'est un mode d'emploi de Pointe-à-Pitre aussi. Ah oui, j'espère. Oui. J'espère parce que j'ai envie, en tout cas j'ai eu envie, et j'ai toujours envie en lisant le livre, qu'on ait envie de retourner sur ses pas, de le chemin que vous faites tous les jours. Qu'on le refasse, on se dit, ah tiens, mais... je passais devant la place de la Victoire depuis 200 fois, 1000 fois, etc. Mais il y avait des choses que je n'avais pas forcément en tête. Voilà, imaginez que là, il y avait une guillotine, là, il y avait un théâtre, là, il y avait pas de sablier, qu'on a refait la darse, que la darse qu'on voit, ce n'est pas une darse, mais 3 darses, etc. Donc, voilà, c'est... oui, je souhaite que ce soit une redécouverte de cette ville, de cette belle ville qu'est Pointe-à-Pitre. Alors, il y a autre chose qu'on apprend aussi en lisant cet ouvrage, c'est que vous êtes pratiquement à l'origine de Cap Excellence. Je ne suis pas le seul, mais j'en suis l'un des cofondateurs. Je revendique d'en être un des cofondateurs, mais pas que. Oui, bien sûr, il y a et justement, équipe, j'imagine. Je n'ai pas souhaité, en décrivant ça, justement, ramener uniquement à ma personne cette histoire, cette création. J'ai plutôt eu envie, et j'espère y avoir réussi à, je veux dire, vous mettre, en tant que lecteur, dans la peau de l'élu politique que j'étais et des élus qui étaient autour de la table. Dans quelles conditions, je veux dire, un préfet nous convoque, quelle est l'atmosphère, quelle est la vision de l'État, est-ce que ce sont des intérêts... Est-ce que dans la discussion, il y a des intérêts fondamentaux? Est-ce qu'on a discuté organisation de territoire ou est-ce qu'on a discuté qui sera président, qui sera pas président, etc. Cette réalité-là, je l'ai transcrite telle que je l'ai vécue, et voilà. D'autant plus qu'à l'époque, les relations avec les amis, peut-être pas avec Éric lui-même, mais il n'y a pas la guerre, mais enfin. Mais voilà, avec les relations avec les amis n'étaient absolument pas, je veux dire, sur de bons auspices. Oui. Et tout le monde tablait autour, que ce soit l'administration préfectorale, que ce soit les autres élus politiques, Le Gosier et Bémao, tablaient un petit peu sur cette inimitié qu'il y avait entre... d'ailleurs, je ne devrais pas dire inimitié. Cette accumulation... Il y a d'abord des problèmes de territoire. Voilà, cette accumulation de difficultés liées essentiellement aux limites territoriales qu'il y avait entre les Abîmes et Pointe-à-Pitre. Oui. Et je explique bien qu'elles n'ont pas
ces questions territoriales n'ont pas disparu fondamentalement. Mais ça s'est apaisé quand même. La question territoriale, elle reste prégnante, elle n'a pas bougé d'un iota. Par contre, ce que nous avons accepté, le deal politique qui a été fait, Éric Jalton et moi-même, ça a été de dire c'est pas là l'actualité, il nous faut construire, quitte à revenir sur ce sujet. Mais les limites historiques vraiment de Pointe-à-Pitre ou des abîmes, c'était quoi? Comme par exemple, on va vers Fouillol, enfin, je veux dire, la cité qui est là. C'est Pointe-à-Pitre ou abîme finalement? Non, il y a plusieurs choses à rappeler et c'est intéressant sur le plan de l'histoire. Lorsque la ville de Pointe-à-Pitre est créée, la ville des Abîmes ne s'appelle pas les Abîmes, elle s'appelle les Grands Fonds. Les Grands Fonds, oui. Et le centre-bourg des Grands Fonds est au Vieux-Bourg actuel. D'accord. Voilà. Oui. C'est 35 ans après la création de la ville de Pointe-à-Pitre qu'on déplace le bourg des Abîmes, de Vieux-Bourg au centre-ville où il est, c'est 3,5 km plus loin. Et qu'on rebaptise la commune Les Abîmes. Donc ça, c'est un premier élément. Il y a deux choses dans la question des limites territoriales des Abîmes. Il y a ce que lègue l'histoire du colonialisme, avec des créations communales que j'essaye d'expliquer. Elles relèvent également de l'histoire des plantations. La ville de Pointe-à-Pitre qui se crée, elle se crée 150 ans après les autres parce qu'elle n'est pas basée sur des plantations, sur des exploitations coloniales. Ce sont des marchands qui se battent en disant non, moi j'ai un endroit où je peux avoir des débouchés pour la plaine des Abîmes. Ce sont des marins qui disent c'est là où on est le plus à l'abri. Donc ça se gagne sur la mangrove, sur les marais, sur les collines, etc. Et dès qu'on gagne un peu de terre, on arrive sur la terre ferme, on est confronté aux limites à des communes qui existent déjà. Donc il y a cette histoire-là. Donc il y a un héritage de limites communales qui sont ce qu'elles sont et qui amènent depuis les limites effectivement de Vieux-Bourg et de l'entrée de la ville d'un côté. Et puis du côté du carénage, en clair, il y avait une limite qui allait depuis Ricou, l'hôpital Ricou, jusqu'à vers Blanchard. Et puis dans les années 60, dans un contexte de conflit, alors ce qu'il faut peut-être également rappeler, c'est qu'il y a eu des votes de la population pour rattacher une partie de ce territoire des Abîmes vers Pointe-à-Pitre, en particulier celle qui avait bénéficié de la première rénovation urbaine autour de Sonis, autour de Boissard, vous vous souvenez de Ponticaca. C'était la rénovation urbaine, elle a été pour un tiers sur les Abîmes. Et donc il y a eu une élection, un référendum populaire qui a donné une très large majorité pour le rattachement à Pointe-à-Pitre, mais qui a été sanctionné par le tribunal administratif parce que les élus abîmés ont dit oui, voilà, on a fait tomber l'élection parce qu'il y avait trop de bureaux en proportion sur la partie administrative de Pointe-à-Pitre que sur la partie des Abîmes. Donc voilà un peu un certain nombre d'épisodes. Et puis il y a quand même un épisode que j'aimerais rappeler sur les limites qui est important, c'est que dans les années 60, pour des raisons politiques, le préfet de l'époque décide de geler la partie qui se trouve une partie du carénage, et en disant, je ne sais pas si c'est à Pointe-à-Pitre et Abîmes. Et quelques années après, il dit, moi, ça fait trop d'années que l'impôt n'a pas été versé sur la commune ou pas, et on libère et on verse ça aux Abîmes, et on réduit les limites qui existaient, qui étaient déjà très réduites, à moins de 50 cm au niveau de Forbin. La marina. Oui. Elle est quoi? Elle est abîmienne non, la marina, ou gosierienne? Non, la marina, elle est pointoise jusqu'au Pont Blanc. Ah, d'accord. Voilà. Et après, entre le Pont Blanc et l'aquarium, elle est gosierienne. Elle est gosierienne, oui. Alors, Pointe-à-Pitre est vraiment enclavé entre... Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas trouvé dans le bouquin. Je pose la question, parce que j'ai un petit peu la réponse. Pointe-à-Pitre, c'est Pointe-à-Pitre, ou qu'est-ce que c'est exactement l'origine du nom? C'est les Hollandais qui donnent ce nom. Voilà, il y a plusieurs... Il y a plusieurs... On est dans le livre de M. Bangou, oui, voilà, c'est ça. Donc, est-ce que c'est la Pointe-à-Pitre ou est-ce que c'est la Pointe-à-Pitre, Pitre étant une
une racine qu'on retrouve dans toute la mangrove et dans toutes les Caraïbes, ou est-ce que c'est la Pointe-à-Pitre parce qu'il y aurait un dénommé Peter qui aurait vécu sur l'île à Cochon? Je crois qu'il n'y a aucune des thèses qui l'emporte à 100%. Qui soit validée à 100%. Qui n'est validée à 100%. Donc, bon, pour moi, je ne me substitue pas aux historiens pour pouvoir dire quel est le vrai dans tout cela. Oui. Je voudrais revenir sur la limite, sur le gosier, parce que c'est important. Dans les années 60, l'État a décidé que la Guadeloupe avait besoin d'une marina pour concurrencer ou pour être à la hauteur ou concurrencer les îles anglaises. Oui. Donc, on a ex abrupto rompu le lien direct entre Pointe-à-Pitre et le Gosier, en supprimant le pont blanc qui est au bout de la marina, qu'aucun des jeunes ne connaissent. Oui. La résultante, c'est que ce sont les deux communes, voilà deux communes qui sont proches, comme peuvent l'être deux communes qui partagent un bout de territoire, et où vous ne pouvez vous rendre d'une commune à l'autre qu'en prenant une 4 voies. C'est ça. Et donc, voilà, donc je me pose des questions. En tout cas, je rappelle ce fait pour qu'on s'interroge nous-mêmes, parce qu'avant le Pont Blanc, eh bien, le débouché des Pointois qui allaient à pied à la mer, c'était de prendre le Pont Blanc pour aller sur le bas du fort. L'Amical Tennis Club qui s'est créé, c'était la petite bourgeoisie pointoise qui avait créé, non pas tellement le club de tennis qu'on connaît maintenant, mais le hangar où il y avait la salle de bal où la bourgeoisie se rencontrait. Donc voilà, cette Pointe-à-Pitre-là, j'aime, j'ai envie et j'ai essayé de la faire vivre à travers une promenade dans ce livre. Alors, fait important quand même, et c'est d'actualité, c'est l'histoire de l'implantation du Memorial Act. Oui. Ça aussi, ça a été une drôle d'histoire, ça, au départ. Hein. Oui, tout à fait. Et je dis avec force qu'on ne considère pas assez l'effort que ça a constitué, que ça constitue plus toujours... Plus de 23 000 mètres carrés. Pour la ville de Pointe-à-Pitre. Et je veux dire, les choix politiques qu'on est en droit de défendre, de critiquer ou d'approuver ou autre, mais de ne pas prendre en considération, c'est un tort, parce que l'acquisition de la friche de Darboussier a été une bataille politique menée par Henri Bango à l'époque, face aux héritiers de la SIAPAP et le baron Ampin, voilà, pour obtenir finalement au prix plancher, parce qu'on n'a pas osé surenchérir sur la proposition qu'il a faite, pour obtenir sur un prix plancher avec l'aide en partie de l'État, à condition qu'il y ait une partie réservée à la RHI de Darboussier, eh bien, sur cette base-là, la ville devient, après 20 ans, propriétaire de la friche d'Arboussier au début des années 2000, contre politiquement Mme Michel Chevry. M. Thierry Lelay, le sous-préfet, qui nous entend peut-être, me rappelait combien Mme Michel Chevry, à l'époque présidente, je veux dire, l'appel pour, je veux dire, l'engueuler en disant que là, on ne permettait pas à la région qu'elle dirigeait de faire la mainmise sur ce territoire. Donc, cette acquisition est une acquisition, je veux dire, difficile politiquement et qui coûte à la ville. Et la ville s'est engagée pour, justement, gagner ce territoire et avoir la mainmise sur son devenir. Au moment où la ville dit, eh bien, je vais lotir, je vais construire ceci ou cela, je vais réunir les points de vue des différents conseillers municipaux pour savoir ce qu'on construit, le projet de Memorial Act arrive. Et lorsqu'il arrive, il est question de mettre une parcelle de 3700 mètres carrés au profit de ce Memorial Act. À terme, c'est 23 000 mètres carrés, lorsqu'on prend en compte le monde mémoire, de la mémoire, c'est 23 000 mètres carrés. Et au bout des 23 000 mètres carrés, c'est une quasi-interdiction, en tout cas des pressions qui sont faites sur la ville, pour qu'elle ne développe pas son plan initial de développement économique autour pour ne pas cacher le MAC. Donc, la ville, c'est ses tripes, c'est son courage politique, c'est une volonté qu'elle a eue. Et ça a eu un coût, et ça a un coût pour la ville de Pointe-à-Pitre. Mais ça a profité à la ville quand même. Alors, moi, je pense que ça profitait à la ville parce que, et c'est le choix qui a été fait,
plus il y a eu une extension de un hectare pour la construction du MAC, plus ça a obligé à faire que tout le quartier soit urbanisé, qu'on construise une route avec le département, qu'on refasse le bord à quai sur les 3/4 de la surface, qu'on apporte de l'éclairage, qu'on apporte un environnement assaini. Et ça, s'il n'y avait pas eu ça, je pense que la ville aurait là une plaie pendant 50 ans. Vous dites quelque chose d'assez particulier. Comment on peut vouloir ne pas regarder les gens qui sont dans une certaine misère, enfin je résume un petit peu l'idée, et en même temps vouloir installer le MAC. Enfin, il y avait comme une... Mais vous savez pourquoi? Parce que dès le début, une fois qu'on fait ce choix, de dire oui, d'accord, vous allez voir une partie. Mais on a dit, on nous a rétorqué, oui, mais vous avez à côté une RHI, c'est-à-dire vous allez construire du logement social. Et à force d'entendre ça, à un moment donné, j'ai un peu tapé du poing sur la table en disant, mais enfin, si on construit un MAC avec les objectifs et l'ambition qu'on avait et qu'on ne peut pas regarder par la fenêtre du MAC, le logement social, je veux dire, la peine ne vaut pas qu'on nous a dit. Alors, je suis obligé, puisqu'on en parle, parler de cette lettre que vous avez faite pour M. Jalton à propos de ce qui se passe en ce moment avec Mme Rinson. Hier, c'était du rimel. Vous êtes mis d'accord là-dessus ou bien c'est le hasard? C'est pas le hasard, c'est l'actualité qui fait que le 4 hier, on demande aux administrateurs de venir pour juger, pour traiter de la révocation. Et il se trouve que M. Durimel est maire de la ville, est membre du conseil d'administration et que le Cap Excellence est membre du conseil d'administration. Et à ce titre, j'interpelle le président. Bon, parce que je pense que la manière n'est pas correcte. J'entends par ailleurs, et je le dis très clairement parce que je sais qu'il y a des travailleurs du Mémorial Lac qui disent oui, mais de part et d'autre, que ce soit la directrice d'un côté ou le conseil d'administration de l'autre, je veux dire, les uns et les autres font en sorte que notre situation quotidienne est une situation de détresse, et ça, j'entends cela, et je pense qu'il faut également mettre ça parmi nos urgences à régler, celle du personnel, celle de la gestion, la gestion quotidienne. Mais quoi, et dans l'interpellation que je fais à Éric Jalton, je ne me mets pas d'un côté ou de l'autre. Je dis que la procédure de séparation avec Laurella Anesson telle qu'elle est demandée aux administrateurs hier, et au moment où elle est demandée, ne m'apparaissent pas adéquats. Pour une médiation, quelque part, vous appelez à une médiation du côté d'Éric Jalton? Je pense que le président de Cap Excellence, par la force qu'il a au sein du conseil d'administration, Cap Excellence est membre du conseil d'administration. Cap Excellence a une partie d'investissement qui a été fait là. Donc, Cap Excellence peut être justement un médiateur et en tout cas dire un peu plus la vérité et obliger les deux parties à s'entendre et dire quelles sont leurs perspectives, comment on se projette dans le futur, parce que c'est un bien guadeloupéen, parce que c'est un bien communautaire, parce que c'est un... Voilà, c'est un bien communautaire guadeloupéen, parce que c'est notre image, j'allais dire d'Annick et moi-même, mais non, à tous les téléspectateurs qui nous écoutent, parce que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, c'est notre entrée sur l'Afrique, c'est notre entrée sur les États-Unis, c'est notre entrée sur la communauté caribéenne. Voilà, et que si on n'est pas plus droit que droit dans cette affaire, et si on n'est pas capable de gérer nos questions quotidiennes, c'est notre image qui est écornée. Donc nous devons trouver des solutions, mais pas telles qu'elles ont été proposées. J'ai des doutes que l'on ne continue pas une guerre des tranchées qui ne serait pas acceptable. Alors, il y a une avant-dernière question quand même, que je reviens sur Cap Excellence. Son fonctionnement, on voit que ça se développe, mais l'affaire du tramway, du transport pas aérien, du transport routier à Pointe-à-Pitre, on sait que c'est très compliqué dans la conurbation. Est-ce que ce tram, il va voir le jour ou bien il a été transformé en autre chose? Je sais que vous y avez beaucoup milité pour ça. Voilà, j'ai mis beaucoup du mien quand j'étais président de Cap Excellence, et surtout les jeunes équipes d'ingénieurs, de cadres de Cap Excellence qui venaient d'être recrutés à l'époque ont fourni dans un temps record
un travail de préparation prenant en compte beaucoup de données pour le tram. Et je regrette que ce travail-là n'est pas abouti, parce que c'est un travail de jeunes Guadeloupéens. Et je ne désespère pas qu'à un moment donné, ils puissent remettre sur le tapis ce travail, réactualiser. Monsieur Jalkin, d'accord? Je pense que ce n'est pas dans la temporalité d'aujourd'hui. Hein. Oui. Dans la temporalité d'aujourd'hui, c'est que pour des raisons politiques et politiciennes, je veux dire, tout est gelé, tout est bloqué, nous ne sommes pas très cohérents. Bon, c'est dans 20 ans qu'on dira quels sont ceux qui ont été courageux, pas courageux, ceux qui ont été logiques ou pas logiques. Aujourd'hui, nous sommes à la date où auraient dû sortir les premières rames de tram si le processus que nous avions lancé et après que l'État avait financé, et que l'État, oui, appel à projet de l'État, 28 millions obtenus sur deuxième ville de France après Marseille en termes de volume d'intervention de l'État. Plus les actions que nous avions eues et les démarches que nous avions eues auprès de la Banque européenne, si cela avait soit abouti en l'état, ou en tout cas si ça avait fait bouger les lignes, parce que on peut reprendre le dossier ensuite dire mais ça marche pas, etc. C'est pas ça qui est le plus difficile. Le plus difficile, c'est qu'il n'y a pas eu de débat technico-politique, de participation de la population pour dire on appuie ce projet tram, ou si on ne l'appuie pas, qu'on justifie pourquoi on ne l'appuie pas. Et ça s'est pas fait comme ça. Alors, un dernier mot très rapidement, puisqu'on va terminer. Il y a une bonne nouvelle pour le Centre des Arts? J'espère. J'ai participé lundi dernier à la réunion du jury pour l'entreprise et les ingénieries qui ont la charge de reprendre les moins de 5% de travaux bruts qu'il reste à faire pour finir le gros œuvre du Centre des Arts, au moins et pour permettre que la grande salle puisse fonctionner à nouveau dans un délai. C'est celui qui a été demandé et qui a été a priori retenu par le groupement de 18 mois. Et cette démarche-là, elle est forcément une bonne nouvelle. Elle s'appuie quand même sur le fait que Cap dit, mais nous avons déjà apporté plus de 14 millions. Ce qui reste à faire peut être réparti entre les collectivités. Nous demandons deux choses, qu'il n'y ait pas de blocage sur les fonds européens, c'est-à-dire que la région inscrive la suite des travaux dans les fonds européens et éventuellement que la région apporte un petit peu de cette part. Mais en tout cas, on est inscrit dans cette démarche-là. Et avec un minimum de bonne volonté, on pourrait, d'ici 18 mois, avoir au moins la grande salle. Jacques Bongou, merci. Je rappelle donc sorti de cet ouvrage depuis déjà 2 ans pratiquement. Non, l'année dernière. L'année dernière. Pointe-à-Pitre, une ville, un peuple, un parcours. Caraïbes Éditions. Signature prévue ces jours-ci? Alors, nous avons eu une présentation à l'Arawak la semaine dernière. Il y en a une en octobre prévue au Moule. Et entre les deux, s'il y a une nouvelle signature qui peut s'organiser, on la fera bien volontiers. Merci bien d'être venu. Je rappelle près de 300 pages, du 189 pages exactement, sur un livre à lire. Si vous voulez connaître beaucoup sur l'histoire de Pointe-à-Pitre et un petit peu sur l'histoire de Jacques Bongou. Voilà.